Laurent Nunez, bonjour. Vous êtes en poste Bonjour. à l'Élysée comme coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Merci de répondre aux questions de l'IFRI. Ma première question est toute simple. Quelle est aujourd'hui, en France, la principale menace terroriste? La principale menace terroriste, ça reste la menace terroriste islamiste unique, évidemment, dans sa composante endogène, c'est-à-dire des individus qui sont déjà présents sur le territoire national et qui passent à l'action en cédant à la propagande de Daesh, d'Al-Qaïda, évidemment, ou en voulant venger le blasphème, comme on l'a vu dans les dernières attaques. Donc ça reste la mouvance la plus importante, avec la difficulté étant que les individus qui passent à l'action sont des individus qui sont de plus en plus souvent isolés, qui se radicalisent en un trait de temps et qui ne sont pas connus des services. Donc ça rend évidemment le travail des services de renseignement plus complexe, mais pour autant, ils veillent à continuer à échanger régulièrement des informations pour être toujours aussi efficaces, puisque nous avons déjoué depuis 2017 33 attentats. Pour autant, il ne faut pas négliger ce qu'on appelle la menace exogène, c'est-à-dire les attaques projetées depuis l'étranger. La situation en Syrie et en Irak a considérablement affaibli l'État islamique, qui n'a plus d'emprise territoriale, mais qui, dans la clandestinité, se reconstitue et a toujours les mêmes velléités de projeter un groupe sur le territoire national. Donc même si ces attaques nous semblent moins probables, il faut rester vigilant. Je reviens sur la menace endogène en provenance du territoire national. Est-ce qu'on peut parler de loups solitaires, de gens qui, dans leur coin, tout d'un coup, décident de passer à l'acte, et voilà, et donc qui ne sont plus dans des réseaux, et n'étant pas dans des réseaux, sont donc beaucoup plus difficiles à détecter et à effectivement neutraliser avant qu'ils commettent leurs attentats? Alors, ils sont plus difficiles à détecter, effectivement, parce que ce sont des individus qui ne sont pas connus des services, pas connus, qui se radicalisent finalement peu de temps avant de commettre leur action, qui, contrairement aux individus qui appartenaient à la mouvance endogène en 2016-2017, contrairement à ces individus-là, ceux d'aujourd'hui n'ont pas de contact avec la zone, avec la Syrie ou avec des djihadistes en Syrie ou en Irak, ou très peu finalement. Et donc ça les rend encore moins détectables, et souvent ils n'ont pas de contact entre eux, ou très peu, ce qui les rend évidemment moins détectables. Mais de là à parler du loup solitaire, non finalement, parce que ce sont quand même des individus qui répondent à la propagande de l'État islamique et de Daesh, font souvent acte d'allégeance, et donc voilà, moi j'aime pas trop cette expression de loup solitaire, parce que ce sont quand même des gens qui s'inscrivent dans une logique qui est celle d'un mouvement terroriste. Sur la menace venant de l'extérieur, la menace exogène, la menace projetée vers le territoire national, donc on voit que l'État islamique a quand même été extrêmement affaibli en Irak et en Syrie. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de menaces directement sur le territoire national en provenance du Sahel, mais on voit d'autres foyers un peu émerger, parfois surprenants. Quels sont aujourd'hui les endroits du monde qui vous inquiètent vraiment? Alors, évidemment, la Syrie et l'Irak demeurent une préoccupation dans la mesure où l'État islamique, dans la clandestinité, continue d'agir et à mener des attentats locaux. Il n'y a pas la même organisation, il n'y a pas la même structuration, ils ne sont plus sur les mêmes territoires, il n'y a pas d'emprise urbaine par exemple, mais ils sont toujours présents. Et puis sinon, évidemment, nous sommes attentifs à tous les foyers djihadistes partout dans le monde. C'est le cas évidemment au Sahel, où la France est engagée. C'est le cas également aussi dans les Balkans, où il y a un certain nombre d'individus qui ont été présents en Syrie et en Irak, et qui sont rentrés dans leur pays d'origine, et qui sont sur place. Et les Balkans, ça n'est pas très loin, donc il faut être extrêmement vigilant. Et puis vous avez des foyers un peu partout dans le monde. Actuellement, il y a un groupe dans Mozambique qui évolue dans une zone où il y a des intérêts français, des intérêts économiques d'autres pays, dans une zone pétrolière et gazière. Donc voilà, il faut être extrêmement attentif au développement de tous ces foyers, d'abord parce qu'ils constituent souvent des menaces contre les intérêts français sur place. Ce sont potentiellement des endroits où il peut y avoir des projections. Et puis ensuite, d'une manière générale, partout se développent des foyers terroristes qui ont un ennemi, finalement, ce sont les démocraties occidentales. Évidemment qu'il faut être très attentif au développement de ces foyers partout dans le monde. Au-delà du terrorisme islamique, il y a d'autres menaces potentielles. On vient de voir ces images incroyablement spectaculaires de la prise, de l'assaut du Capitole, avec des mouvements d'extrême droite, d'ultra-droite, de radicalisation, de suprémistes blancs, on ne sait comment les appeler. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez de près dans votre fonction renseignement?
Oui, les mouvances qui appartiennent, donc les mouvances d'ultra-gauche et d'ultra-droite, susceptibles de subversion violente, voire d'action terroriste. On l'a vu avec 5 attaques déjouées dans la mouvance de l'ultra-droite depuis 2017. Pour la première fois depuis 2013, depuis 2007, pour la première fois depuis 13 ans, vous avez le parquet antiterroriste qui a été saisi d'un projet d'attaque au sein de la mouvance d'ultra-gauche. Ça n'était pas arrivé depuis 13 ans. Donc forcément, nous suivons ces groupes. On redoute également, notamment au sein des mouvements d'ultra-droite, mais pas seulement, le développement également de tout ce qui est complotisme, défiance vis-à-vis des institutions, qui peut mener à une forme d'engagement violent. On a vu un certain nombre d'individus rejoindre des mouvements ultra et appartenir à ces mouvements qui sont plus suprémacistes, complotistes, et qui évoluent dans les sphères survivalistes. Et évidemment que ces mouvements-là et les individus qui les composent recueillent toute notre attention. Laurent Nunez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.